mon Dieu! Il est immense! Oui, c'est très long. Ça fait au moins 5 mètres. On dirait un dragon chinois! On dirait un dragon des mers. Oui, il est magnifique! Je crois qu'il est en train de mourir. Tout commence par ces images, tournées par une caméra amateur et qui circulent sur Internet. Les images de la capture d'une bête étrange, d'un serpent de mer. Les ressemblances avec la créature de légende sont troublantes. Taille, forme, couleur. Serions-nous en face de la bête omniprésente dans les récits de marins depuis la nuit des temps ? Ce serpent de mer, pas une culture, pas une civilisation, pas un panthéon qui n'est sa version du mythe. Pas un journal de bord, un récit de marin qui ne mentionne un jour une rencontre avec cet animal effrayant. Sur tous les continents, sous toutes les latitudes. Un monstre qui depuis la nuit des temps alimente les légendes. Il est si universel qu'il est tentant de croire qu'il doit bien y avoir un peu de vrai là-dessous. La découverte d'un article de 1996, paru dans un quotidien de la côte ouest américaine, apporte une confirmation. Ces images ne sont pas celles d'une manipulation. Elles sont celles d'un poisson découvert agonisant sur la côte de la péninsule californienne, en territoire mexicain. Et il a un nom, le oarfish, ou régalec en français. Le régalec, un poisson-serpent. Désormais, le mythe se transforme en mystère. Quel est cet animal ? Les questions se bousculent. Oarfish, régalec, avec ces mots-clés surgit d'abord une volée de photos. Étrange. C'est presque toujours la même. Seuls les protagonistes, l'époque ou les lieux semblent changer. L'une des captures est plus particulièrement impressionnante. Un nom y est associé. Troy Tinney. Nous tenons un témoin. Voilà une première piste à suivre pour comprendre quel est cet animal. Direction la côte ouest américaine. Au premier coup d'œil, Troy ne faillit pas à la réputation du Californien. Son histoire, c'est un peu l'histoire de Monsieur Muscle et de la bête des profondeurs. Avec lui, l'enquête peut vraiment démarrer. Clap, moteur. C'était environ à 80 km au nord de la ville mexicaine de Cabo, qui se trouve dans le sud de la péninsule de Californie. Je faisais mon rituel du matin, qui consiste à monter sur le toit de ma maison et à observer la mer de Cortez avec mes jumelles. Quand soudain, j'ai remarqué cet appendice de couleur brillante qui se déplaçait en cercle. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il avait des sortes d'antennes de près d'1 mètre de long et des sortes d'appendices qui ressemblaient à des fouets pour chevaux. Une sorte de crinière orange comme ça, énorme. Il était beaucoup plus large que moi, à peu près 50 à 100 cm de large. Il faisait pas loin de 7 mètres de long. Une sorte de dorade terrifiante. Je savais pas si ça pouvait me piquer, me mordre, ou même m'électrocuter. Parce que je savais pas si c'était un poisson, ou un serpent, ou je sais pas quoi. En même temps, ça n'avait pas vraiment l'air d'être agressif ou dangereux. Alors je me suis dit, c'est l'occasion d'une vie. Faut que j'attrape ce truc avant qu'il disparaisse. Alors j'ai plongé et je l'ai attrapé.
Et là, il a commencé à onduler, à se propulser avec ce mouvement-là, comme un serpent. Il y allait fort. Et moi, je sentais que je ne pouvais plus retenir ma respiration très longtemps, et qu'il allait falloir que je le relâche. Et c'est là que j'ai senti qu'il faiblissait de plus en plus. Alors je me suis dit que ce truc était en train de mourir. Le témoignage de Troy éclaire sur le trouble, l'émotion que peut provoquer une telle rencontre, la confusion qu'elle peut faire naître. Mais les questions de base n'ont toujours pas de réponse. Quel est cet animal? Où vit-il? De quoi se nourrit-il? À ce stade, difficile d'en savoir plus. Troy nous apprend cependant qu'un spécimen est conservé à quelques kilomètres de là, au Scripps Institute, à La Jolla, un institut d'océanographie parmi les plus célèbres des États-Unis et qui dépend de l'Université de San Diego. Le professeur Walker est le conservateur de la collection de cet institut. Le scientifique n'a pas vraiment l'air surpris de la confusion que suscite le régalec. Le oarfish est mystérieux. On en trouve partout dans le monde. Mais en même temps, il est très rare. Pourquoi cette population est-elle si faible? En fait, on n'en sait rien. S'il y a une chose qui fait que le oarfish ou régalec est une histoire vraiment intéressante, c'est parce qu'il est sans doute à l'origine d'un mythe colporté par les anciens marins. Le mythe du serpent de mer. C'est sûr que si un jour vous voyez quelque chose de 10 mètres de long comme ça, qui ondule dans l'eau avec cette magnifique nageoire dorsale rouge et cette magnifique crinière au-dessus de la tête, vous aurez l'impression d'avoir vu un serpent de mer. Mais en fait, c'est un poisson merveilleux, fascinant. Le oarfish, le régalec, le roi des harengs. Le roi des harengs? En voilà un nouveau nom. Et pourquoi? Tout simplement parce que les observations de régalec ont souvent eu lieu en même temps que celles de bancs de harengs. H.G. Walker n'est pas un spécialiste du oarfish, mais il est ravi de faire partager sa fascination. Il fait même durer le suspense avant de nous montrer l'animal. Dans les sous-sols de l'Institut, il y a plus de 2 millions de bestioles conservées dans l'alcool et le formol. Le scientifique confirme que le poisson a quelques caractéristiques uniques parmi ses congénères. C'est ici que nous conservons nos plus gros spécimens, ici, dans ces réservoirs. Et le oarfish est le plus long poisson osseux du monde. Il peut mesurer jusqu'à 11 mètres de long. Ce spécimen-là faisait 7 mètres 30. On n'en a conservé que la tête. Ça rentre à peine là-dedans. En anglais, on l'appelle oarfish, qui veut dire poisson aviron, car il a une sorte d'appendice le long de la nageoire pelvienne qui se termine par un genre de petite pagaie ou de petite rame. C'est une famille de poissons de moyenne profondeur. C'est une petite famille, une famille très obscure. En fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. Le voilà en vrai, en chair et en arête. Quelle tête étrange. Comme sortie d'un lointain cauchemar. De quoi mieux comprendre la surprise des uns et des autres. Le conservateur a encore autre chose à montrer. Dans le laboratoire, une surprise. Des bébés monstres. Et voilà les bébés. Celui-là doit faire à peu près 60 cm. Sur celui-là, il manque la queue. Mais en fait, ce sont des spécimens tellement rares que même s'il en manque un bout, il faut les conserver. Mais l'information capitale de cette rencontre, c'est un tuyau de premier choix. En ce début d'été, un spécimen vient juste d'être découvert en Suède. Et cette enquête nous entraîne maintenant au bord de la mer du Nord.
Avec les fjords, ressurgit le charme des légendes scandinaves, parmi les plus anciennes d'Europe, et ce serpent de mer au doux nom imprononçable de Jormungand. Encore aujourd'hui se racontent parfois des histoires de bêtes gigantesques qui dévorent le bétail en hypnotisant. C'est vrai, le régalec a sans doute de gros yeux, mais de là à avaler une vache au fond du fjord. Le port de Lysekil, une charmante station balnéaire, a pour attraction un petit musée de la mer. C'est là que travaille Emma Noren, la biologiste qui a réceptionné le spécimen suédois. Sa première émotion, la surprise. Quelqu'un nous a appelés et nous a dit qu'il avait trouvé quelque chose d'énorme. C'était un certain Kurt Ove. Il nous a dit qu'il avait trouvé un énorme poisson, que c'était le roi des harengs, un régalec. On était complètement abasourdis. On n'a plus rien dit, et on s'est dit « Non, mais c'est pas vrai ». Mais ça l'était. Le poisson a été découvert tôt le matin dans un village voisin par un gentil grand-père qui passait le week-end dans sa cabane de pêcheur. C'est le deuxième exemplaire, le deuxième trouvé en Suède. Le dernier a été trouvé il y a 131 ans. En fait, le véritable premier date du XVIIIe siècle, 1700 et quelques. Et c'est à partir de ce spécimen, découvert à côté de la ville de Glesne, qu'un scientifique, Linnaeus, a inventorié l'espèce et lui a donné son nom, le Regalecus glesne. Aujourd'hui, cet endroit est en Norvège, mais le spécimen est conservé en Suède. On s'est intéressé au rayon de sa nageoire dorsale et on a essayé de savoir s'il avait des dents. J'ai cru en avoir repéré deux, mais il s'agissait d'autre chose en fait. On a également compté les rayons de sa nageoire caudale et on a observé une cicatrice étrange sur sa queue. Ça ne ressemble pas à une blessure récente. On dirait qu'elle est ancienne et qu'elle a guéri. Cet animal ne devait plus avoir de nageoire caudale depuis longtemps. Quelque chose a dû lui arriver, mais il a fini par s'en remettre. D'habitude, ce que j'aime, c'est analyser le contenu des estomacs. J'aurais voulu le couper, l'ouvrir, mais cette fois, je n'ai pas eu le droit. Le muséum me l'a interdit. Ce spécimen fait seulement 3,60 m de long. Et déjà, il est particulièrement impressionnant. Lorsqu'ils atteignent 10 mètres de long, là, ils doivent être carrément terrifiants. Et comme les monstres fascinent, le lendemain, il y a foule pour l'exposition publique du spécimen. Je savais bien que c'était une découverte particulière, mais à ce point-là, le plus drôle, c'est que brusquement, mon téléphone s'est mis à sonner de tous les côtés. Ma boîte mail s'est remplie de messages de scientifiques du monde entier qui voulaient des échantillons, qui voulaient l'ouvrir, qui voulaient savoir s'il avait des parasites. Tout ça est devenu complètement fou.
Décidément, même dans la nature, devenir une star tient aussi à peu de choses. Une grande robe qui brille et un peu de rouge sur la tête. Alice et Keel, une seule déception. Emma n'en sait pas plus que ce que rapporte la littérature sur l'animal. Et les questions restent nombreuses. C'est juste un poisson incroyable. Mais pourquoi est-il si grand? Combien de temps vit-il? Que mange-t-il? Est-ce qu'ils sont mâles quand ils sont jeunes et femelles à l'âge adulte, comme beaucoup de poissons? Est-ce qu'il y a une ou deux espèces? Que font-ils? Où vivent-ils? Est-ce qu'ils nagent comme ça ou est-ce qu'ils nagent comme ça? Déjà, des taxidermistes du muséum de Göteborg sont arrivés et ont commencé à préparer l'animal pour en faire un moulage et le conserver dans le formol comme celui de San Diego. Il faut souffrir pour passer à la postérité. Plus possible d'approcher du poisson. Mais Emma a une botte secrète pour répondre à ces questions. Dans tous les furieux qui l'ont contacté, il y avait aussi du sérieux. Où trouve-t-on les larves? Et quelle taille font-elles? Quelle tête ont les... Un certain Tyson Roberts en Thaïlande. Ils sont rouges, enfin orange, très brillants. Ils sont le plus souvent translucides ou transparents. Des régalèques en Thaïlande? Non, cette fois, c'est apparemment juste un spécialiste qui vit à Bangkok. Est-ce qu'on trouve les spécimens d'œufs et les adultes dans les mêmes zones, dans les mêmes mers? Est-ce qu'ils ont des aires de reproduction? Non. Oui, enfin, ils ont des aires de reproduction et on en a identifié quelques-unes. En Nouvelle-Zélande, c'est juste à l'est de l'île du Nord. Il y a une autre aire de reproduction près des côtes ouest de l'Australie. Une autre sur la côte sud-africaine. En Méditerranée, ils se reproduisent quelque part dans le détroit de Messine. Et il y a aussi des preuves d'une zone de reproduction dans une zone nord-ouest de l'Atlantique, dans des eaux plus froides, plus au nord que la Floride. Tyson Roberts, un puits de science. Voilà l'homme idéal. Voilà celui qui pourra enfin répondre à toutes les questions que suscite l'animal. À Bangkok, dans l'atmosphère étouffante, l'enquête prend un nouveau tour. Tyson Roberts vit en Thaïlande depuis plus de 40 ans. Il s'est fixé là-bas une mission à la taille de sa stature et de son ambition, proprement démesurée. Répertorier toutes les espèces endémiques des fleuves et rivières d'Asie du Sud-Est. Et s'il traîne au marché ce matin, ce n'est pas pour préparer le déjeuner, mais pour trouver 2-3 poissons qui lui serviront à une nouvelle expérience. Au Muséum d'histoire naturelle de Thaïlande, Tyson entrepose sa collection de spécimens et effectue la plupart de ses expériences. Un lieu à l'atmosphère fascinante et intrigante. Le nom scientifique Regalecus, c'est la traduction en latin de l'appellation vernaculaire roi des harengs. En français, ça a donné régalec. C'est un poisson de la famille des lampridiformes. Ils vivent dans tous les océans, à part dans les eaux glaciales de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce sont des poissons épipélagiques. C'est-à-dire qu'ils utilisent les gigantesques courants océaniques pour se déplacer, pour rejoindre leurs aires de nourriture, de reproduction et pour se disperser. Les gens pensent que ce sont des poissons des abysses parce qu'ils ont des grands yeux. Mais ils ne vivent pas dans les grands fonds. Ils vivent la plupart du temps près de la surface. Mais ils peuvent descendre.
Après ces premières informations, une chose ne manque tout de même pas de troubler. Pourquoi un scientifique, spécialisé dans les poissons d'eau douce, s'est-il brusquement intéressé à ce poisson pélagique, c'est-à-dire vivant dans l'océan? Et revoilà les légendes, qui cette fois prennent corps dans une photo. Ce cliché est comme des dizaines d'autres, toujours celui où l'animal est porté à bout de bras comme un rituel, un trophée. Cette fois, le régalec est dans les mains de commandos de marine américains. Jusqu'ici, rien de surprenant, à part sa taille impressionnante. Mais il y a cette inscription étrange en thaïlandais, reine des Nagas, capturée dans le Mékong en 1973 au Laos. Un régalec dans un fleuve, l'information paraît étrange. Tyson raconte que cette photo a circulé il y a une dizaine d'années en Asie du Sud-Est. Et ce Naga, encore appelé Payanak, est le dieu serpent du panthéon bouddhiste. Quelqu'un a associé le régalec aux légendes du Naga pour alimenter les rancœurs. En le capturant, les soldats américains commettaient un sacrilège. Tyson a démontré que cette photo n'était qu'un canular. Ce régalec avait été en fait capturé sur la base de la marine américaine de San Diego en 1996. Et c'est même sa tête qui est conservée à l'Institut d'océanographie de La Jolla. Et voilà, il y a eu une confusion entre cet animal légendaire, ce serpent, le Payanak, qui vit dans le Mékong, et ce poisson bien réel qui vit dans l'océan, le Regalecus glesney. Si la mystification a pu fonctionner, c'est d'abord parce que de nombreuses légendes en Asie associent les fleuves et les Nagas. Les idées, les concepts sont directement venus d'Inde. Et l'Inde est particulièrement réputée pour ses grands fleuves, ses rivières qui descendent de l'Himalaya, comme l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre. Et les légendes racontent que les lits de ces rivières auraient été creusés par un serpent, un naga, un gigantesque naga, qui, en ondulant, en descendant des montagnes, aurait créé le réseau des fleuves et des rivières. Bien entendu, il n'y a pas de poisson de ce genre dans le Mékong, à part dans la tête et le cœur des gens qui croient aux légendes. Des légendes, un poisson méconnu. Tout cela ne pouvait qu'éveiller la curiosité de Tyson Roberts. Tyson a alors répertorié les spécimens des muséums, analysé les témoignages. Il a collecté toutes les informations disponibles sur l'espèce pour lui consacrer une monographie. Et c'est ainsi qu'il a fait une première découverte insoupçonnée sur l'animal. Pendant des années, j'ai répété dans des conférences que la nature déteste le monotype génétique, tout comme elle déteste le vide. À chaque fois que les gens pensent qu'il n'existe qu'une seule espèce pour un animal donné, quand on y regarde de plus près, on se rend pratiquement toujours compte qu'en fait, il en existe 2, 4, 10 espèces différentes. Et je savais bien que personne dans le monde n'avait vraiment fait de recherches sérieuses, de comparaisons. Et à peine avais-je commencé à travailler qu'il m'est apparu évident qu'il n'y avait pas une, mais 2 espèces de Regalecus, totalement différentes. Je me suis rendu compte que ces 2 espèces étaient présentes dans tous les océans de la planète, mais qu'on ne les voyait jamais ensemble. Par exemple, dans l'océan Pacifique, l'une des espèces peuple le nord et l'autre les eaux du sud de l'océan. Et oui, surprise. Il n'y a donc pas un, mais plusieurs régalecs. Plusieurs espèces. Au moins 2. Et les révélations ne s'arrêtent pas là.
il y a encore plus surprenant. En étudiant la morphologie du régalèque, Tyson Roberts s'est aperçu d'une autre caractéristique stupéfiante de l'animal. Quelque chose que j'ai découvert, qui était totalement inattendu et particulièrement intéressant, c'est que les régalèques, quand ils atteignent une certaine taille, perdent quasiment tous une partie de leur corps, la partie postérieure de leur corps. Et ça, c'est du jamais vu chez les poissons. Cette blessure à l'extrémité de leur corps n'est pas infligée par un requin ou un autre prédateur, comme on a pu le croire au début. C'est une blessure que s'auto-inflige le poisson. C'est de l'auto-amputation, ce que l'on appelle dans le jargon scientifique l'autotomie. Et même sans être biologiste, tout le monde peut comprendre ce phénomène. Car on a tous été enfants, et on a tous essayé un jour, sur un chemin ou un rocher, d'attraper un lézard par la queue, qui s'est enfui, nous laissant sa queue dans la main. Et ça, c'est l'autotomie. C'est un mécanisme de défense. Grâce à lui, le lézard peut détourner les prédateurs de leur objectif et sauver sa vie au prix de sa queue. Mais là où il y a une différence, c'est que le régalèque n'a pas un endroit à partir duquel il peut perdre sa queue, mais plusieurs. N'importe où dans la partie postérieure de son corps, après l'abdomen. Et ça cicatrise en laissant une marque caractéristique, avec l'extrémité de la colonne vertébrale qui sort, presque à nu. J'ai commencé à suspecter que ce mécanisme était de l'autotomie parce que très vite je me suis rendu compte que ces blessures n'étaient pas des morsures. Ça laisse des traces de dents, les morsures. Et les requins ne mordent pas aux extrémités de leur proie, mais en plein milieu. Et sur les régalèques, jamais de morsure en plein milieu. Alors pourquoi ce mécanisme? Pourquoi l'autotomie? Pour les lézards, c'est évident, ça sert à distraire le prédateur. Mais pour les régalèques, qui ne semblent pas avoir de prédateur, le mystère reste entier. Pour comprendre la raison et les conditions de cette automutilation, il faudrait pouvoir la voir, observer l'animal en situation. Mais Tyson, comme la plupart des scientifiques, n'a jamais vu un régalèque vivant. Toutes les observations sont le plus souvent celles d'animaux en eau peu profonde et agonisants. Locomotion, alimentation, mode de reproduction du régalèque sont donc autant de comportements d'inconnus qu'il reste à éclaircir. Pour trouver un début d'explication, il faut de nouveau traverser l'Atlantique et se rendre dans le delta du Mississippi. Car seul, Mark Benfield, océanographe à Bâton Rouge, va sans doute pouvoir répondre à ces questions. Au milieu des bayous de Louisiane, cet écosystème unique, à l'ambiance empreinte de mystère, il raconte sa théorie sur la naissance du mythe du serpent de mer et la confusion qu'a pu provoquer le régalèque. La mer est un endroit qui fait peur. Ça a toujours été un environnement menaçant. Et il est tout à fait naturel que notre imagination ait trouvé une incarnation à cette menace, en y associant des créatures effrayantes. Par exemple, les requins ont toujours eu l'habitude de suivre les bateaux, et les personnes qui passaient par-dessus bord sur les premiers voiliers subissaient généralement un destin funeste. La mer était donc associée à des entités pouvant nous dévorer. Et je pense que rien n'évoque une peur plus viscérale chez l'homme que l'idée de se faire manger.
Si les poissons des grandes profondeurs ont inspiré la mythologie, c'est en partie à cause de leur taille. Nous sommes toujours impressionnés par les gros poissons. Quand on va pêcher, on a toujours envie d'attraper le plus gros, le plus méchant, celui avec les plus grandes dents. L'autre raison, c'est la rareté. Plus un poisson est grand et inhabituel, plus nous sommes impressionnés. Et puis c'est aussi parce que nous associons les choses qui sont plus grosses que nous à un danger, à une menace. Et même s'il est inoffensif, un grand poisson comme le régalec apparaît alors comme une menace. Mark Benfield anime depuis l'université un programme d'études des fonds sous-marins qui utilise les installations pétrolières pour faire de la science. Voici une carte du golfe du Mexique. Nous sommes ici à Bâton Rouge. Et là, c'est l'endroit où nous avons fait nos 3 rencontres avec le régalec, sur Cheval de Feu, l'une des plus grosses plateformes pétrolières du monde. Mark se sert des caméras des robots qui inspectent les infrastructures pour filmer quotidiennement jusqu'à plus de 2000 mètres de profondeur. Il y a tant de choses là-bas dans le fond sur lesquelles on ne sait rien, parce que jusqu'ici, on n'avait pas eu l'occasion de les observer. Chaque fois qu'on plonge, on trouve quelque chose. À l'occasion de quelques-unes de ces plongées, Mark Benfield a pu obtenir quelque chose d'inestimable. Des images sous-marines de régalec en train d'évoluer dans leur milieu naturel. Les premières et les seules. La première fois que nous avons pu observer un régalec, c'était en janvier 2008. On terminait une plongée, on était en train de ramener le robot à la surface. À ce moment-là, un régalec est passé dans le champ et nous avons pu le voir seulement pendant 4 secondes. C'était un poisson magnifique. La première fois que j'en voyais un sous l'eau. On le voyait bien clairement, mais c'était vraiment une observation très courte. La deuxième fois que nous avons pu observer le régalec, nous avons d'abord vu ce grand objet argenté. Il était si grand que j'ai d'abord pensé que c'était un bout du tube de forage. On a regardé attentivement et on a réalisé que ce n'était pas un tube, mais un poisson gigantesque que j'ai identifié comme étant un régalec et qui était orienté verticalement. Puis on a commencé à le suivre en plongeant. Il était juste devant nous. Le robot était comme ça, lui comme ça, et on le suivait vers le bas de cette manière. On l'a suivi sur plus de 30 mètres. Première révélation incroyable de ces images, le régalec est capable de rester totalement immobile, dans une position parfaitement verticale, de maintenir son assiette, sa profondeur. Il est même capable de se déplacer tout en restant dans cet axe, de plonger, de remonter avec un mouvement presque imperceptible. Impossible pour l'instant de savoir si cette posture verticale a un but, une signification précise. Mais elle semble pour l'animal aussi naturelle que lorsqu'il se déplace à l'horizontale.
Maintenant, voilà un moment particulièrement intéressant. Lorsque nous avons commencé à suivre le poisson, alors qu'il avait repris sa posture verticale, et que nous avons regardé les chiffres indiquant la profondeur, on était en train de plonger. En regardant la nageoire dorsale et son oscillation, en la mesurant et en la comparant à la vitesse de descente, je me suis dit qu'on devrait pouvoir calculer la vitesse de déplacement de l'animal. On a fini par le quitter après 5 ou 6 minutes, car je pensais que c'était suffisant. Je ne voulais pas le déranger plus longtemps. Je me suis dit, on a vu un autre régalec. Je ne savais pas que c'était la première fois que le régalec était filmé dans ces profondeurs. Si je l'avais su, j'aurais sans doute passé toute la journée à suivre ce poisson. Pour la dernière rencontre, je n'étais pas à bord de la plateforme. C'était une très belle observation de l'oarfish, pas très loin de la surface, à environ 100 mètres de profondeur. Le robot est resté en contact pendant plusieurs minutes avec le poisson. C'est l'une des meilleures vidéos que nous ayons, car il y avait de très bonnes conditions de lumière. On voyait très bien les couleurs sur le poisson. La visibilité permettait de bien observer son comportement. L'information capitale que confirme cette observation est la structure unique parmi les poissons de la nageoire dorsale du régalec. Elle se décompose en 3 parties totalement indépendantes d'un point de vue anatomique, musculaire. Chacune est capable de bouger de manière autonome et semble avoir sa propre fonction. Si la partie postérieure, la nageoire, sert à l'animal pour se déplacer, les fonctions de la grande crête et des appendices restent mystérieuses. Pour les gens qui travaillent sur les plateformes, et même pour les océanographes, voir un poisson de cette taille, c'est vraiment impressionnant. Le fait que les océans recèlent encore des mystères comme cela, et qu'on ait la chance d'en découvrir de temps en temps, c'est vraiment excitant. Les observations de Mark Benfield ont permis de faire avancer la connaissance de cette espèce étrange. Et l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. Pas très loin de la mer des Caraïbes, et des rêves de Mark d'apercevoir un jour sous l'eau la rencontre amoureuse de 2 régalecs, Tyson Roberts, l'expert thaïlandais, le roi des harengs en personne, s'est en effet envolé pour le Mexique. La partie postérieure d'un spécimen retrouvé dans ce pays prête apparemment à confusion. L'enjeu est cette théorie de l'autotomie. Rendez-vous est pris à quelques kilomètres de la frontière du Belize. Avec une espèce si rare, la moindre opportunité d'en savoir plus est à saisir. Tyson reste à l'affût de la moindre information, surtout en provenance du Mexique, car les plages de ce pays détiennent le record du nombre d'échouages de régalec. Cette fréquence est une autre énigme, mais il croit en avoir trouvé l'explication. Tu as quel âge? 70 ans. Moi, 75. Oh, quelle classe! Bon, merci. Le Mexique, c'est le pays idéal pour étudier le régalec, parce qu'il a de longues bordures océaniques des 2 côtés. À l'ouest, sur le Pacifique, c'est là où l'on trouve le Regalicus russelli, l'une des 2 espèces, le plus primitif, celui qui vit dans les eaux chaudes. Et de l'autre côté, sur l'Atlantique, il y a l'autre espèce, celle qui vit en eau froide, le Regalicus glesné. Donc, ils ont ici les 2 espèces. Pourquoi le Regalicus s'échoue-t-il sur les plages? Pour aller de l'autre côté. Les poissons qui se suicident, ça n'existe pas. Ils font ça pour la même raison que les poules traversent les routes.
Dans le cas du régalec, je pense que c'est peut-être dû à un dérèglement de leur mémoire ou de leur système de navigation. Ils essaient de retourner dans l'océan, mais se trompent sur la direction à prendre. Il suffit de regarder une carte. Le golfe de Californie est un long et étroit golfe océanique, avec une embouchure très étroite. Et à l'intérieur, il y a d'autres baies. Et ce qui arrive, c'est qu'ils rentrent là-dedans, ils s'enfoncent et ne retrouvent plus la sortie. Ils s'échouent sur les plages rocailleuses. Une petite chanson, monsieur? Non, 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 pas de chanson. Demandez au patron. Le spécimen trouvé sur la péninsule du Yucatan est étudié par un biologiste mexicain, Juan Schmitter Soto. Il est à la tête de l'ECOSUR, le centre océanographique chargé de la protection de cette zone, classée réserve naturelle. Je crois que chaque ichthyologiste est forcément intéressé par le Regalecus. C'est un poisson passionnant, du point de vue scientifique, de par son antiquité évolutive. C'est-à-dire qu'il appartient à un groupe, une famille, un ordre de poissons très primitif. D'une certaine façon, c'est un cas de fossile vivant. Juan a eu l'occasion d'observer plusieurs spécimens. Il a mené des recherches de son côté qui l'ont conduit à une hypothèse inattendue. En 2006, un régalec a été retrouvé dans la partie sud de l'île de Cozumel, dans les Caraïbes mexicaines, à quelques kilomètres de la presqu'île du Yucatan. J'ai demandé qu'il entre dans la collection de l'ECOSUR. Et j'ai ainsi eu l'opportunité de l'étudier. Et j'ai trouvé que c'était un spécimen de l'espèce Regalecus glesnei, qui avait été attaqué probablement par un requin. C'est le deuxième exemplaire que j'ai pu examiner. Le premier était un spécimen du Pacifique, qui avait été trouvé au sud de la presqu'île de Basse-Californie. C'est dans cette zone que l'on retrouve habituellement la plupart des Regalecus mexicains. Et ce spécimen du Pacifique était particulièrement intéressant pour moi, parce qu'à mon avis, il s'agit du deuxième individu d'une possible nouvelle espèce qui s'appellerait Regalecus kinoi. Une troisième espèce de régalec, un prédateur qui aurait dévoré la queue de l'un d'entre eux. Voilà de quoi bouleverser les théories de Tyson. Les deux hommes, l'Américain et le Mexicain, n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Pour la première fois, ils vont pouvoir se confronter devant le spécimen qui fait débat. Alors, que pensez-vous de celui-là ? Magnifique. Bon, alors... Voilà. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un cas d'autotomie, parce que je ne retrouve pas les organes internes, comme s'ils avaient été attrapés par un requin. Et il me semble qu'il y a des marques de dents ici. Oui, oui, je veux bien admettre que ça ressemble à une morsure. Bon, ça ressemble plus à une morsure de requin que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Mais je n'en ai pas vu beaucoup. Les cicatrices liées à l'autotomie sont très semblables. On les confond facilement avec des morsures. D'ailleurs, avec ceux qui viennent de s'échouer, par exemple en Suède ou en Hollande, il y a l'autre morceau qui colle parfaitement avec le premier. Et là, ce n'est clairement pas une morsure de requin. À propos de cette espèce de la côte pacifique mexicaine, cette nouvelle espèce, vous savez, depuis la fin des années 80, il y a cette hypothèse d'une troisième espèce qui a été appelée Regalecus kinoi. Eh bien,
Elle se distingue par le nombre de rayons de la nageoire dorsale. Il y en a moins. Et je pense que c'est une des caractéristiques principales. Et puis il y a aussi la forme de la nageoire pectorale. Et dans certaines descriptions, il y a aussi des différences dans la forme de la gueule, qui est plus convexe dans cette nouvelle espèce. Non, mais vous croyez à cette histoire? Oui, mais j'attends de voir votre travail. Bon, ok, il faut bien vous dire que compter le nombre de rayons de la nageoire dorsale est totalement inutile. Cette information ne vaut rien, parce que les spécimens n'étaient pas des spécimens complets. Et donc, si vous comptez le nombre de rayons de la nageoire d'un spécimen qui a perdu une partie de son corps, ça ne donne rien. Hein. Ça ne permet pas de reconnaître l'espèce. Mais le premier et le deuxième spécimen étaient entiers. Ah non, 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 non. Mais si, les rapports indiquaient qu'ils étaient complets. La controverse entre scientifiques est manifestement loin d'être close. Le mystère de la troisième espèce de régalèque a encore de beaux jours devant lui. Seule l'étude des prélèvements par la biologie moléculaire pourra un jour trancher. Il existe beaucoup de mythes à propos du régalèque. Et certains d'entre eux n'ont rien à voir avec les monstres marins. Dans les îles grecques, les habitants regardaient la migration annuelle des grues qui avaient une crête rouge. Elles survolaient l'île et disparaissaient. Un peu plus tard, les pêcheurs attrapaient un régalèque qui avait une crête de la même couleur. Ils en déduisaient que les grues avaient plongé dans la mer et s'étaient transformées en poissons. Il y a le même mythe en Corée. Est-ce que vous pensez que le régalèque peut être à l'origine de certains animaux mythiques, comme le serpent à plumes? C'est très tentant de le penser. Mais vous savez, le symbole du serpent à plumes, c'est l'union ou la relation entre le ciel et la terre, pas vraiment avec la mer. Pourtant, une des caractéristiques du personnage de Quetzalcoatl chez les Aztèques, le Kukulkan pour les Mayas, autrement dit le serpent à plumes, est que l'une de ses incarnations soit un serpent d'eau. Alors peut-être que ça a quelque chose à voir avec le régalèque. De toute manière, ce poisson, avec sa longue crête très rouge et très lumineuse, nous rappelle forcément les ornements des Mayas. En fait, il est certain que le mythe du serpent de mer n'a pas pour seule origine l'existence du régalèque. Cette espèce animale n'explique pas tout. Non. Alors cette histoire de serpent de mer finirait-elle en queue de poisson? Non, car le Regalecus est une réalité presque plus incroyable que le mythe. Un serpent de mer dont seule la légende est vivante. Jamais je n'aurais pu rêver de voir un spécimen de régalèque. Et puis quand on a vu le roi des harengs, qu'est-ce qu'il reste à voir? On a tout vu. Vous savez, ça me trotte toujours dans la tête quand je suis sur le toit de ma maison et que je scrute le large avec mes jumelles. Je repense toujours à cette crinière orange. On voit ça qu'une seule fois dans sa vie. Mais qui sait? Peut-être que j'en verrai un autre. Les monstres des mers n'existent pas, mais il y a au moins un animal qui y ressemble. La morphologie incroyable du régalèque n'a pas fini de faire fantasmer. L'animal garde encore ses secrets. Ses comportements sont autant de mystères qu'il reste encore à élucider.